citoyen et non plus comme analyste. Vous voyez, il existe des circonstances où 3 poils de barre dans le potage de la transition, ça ne fait pas forcément dérailler le train. Donc on ne doit pas nécessairement prendre peur du processus qui intègre cette composante, cette génération politique à la transition. Voilà. Et la deuxième question, il y a une deuxième question, c'était est-ce que, en gros, est-ce que Gilles Atunis va laisser Marja prendre la vraie place qui est la sienne dans l'Assemblée? Alors ça, je ne sais pas, je ne suis pas Madame Soleil, il y a des craintes, il y a eu des comportements très agressifs de la part de certains secteurs de Gilles Atunis. Le régime de Ben Ali ne reviendra pas en Tunisie, il faut arrêter de fantasmer là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a eu des petits dérapages, bon, alors j'ai écrit un autre papier parce que j'avais entendu les Émiratis s'exprimer. Si on veut se faire peur, il y a un plan émirati, les Émiratis soutiennent, les Émiratis et les Saoudiens soutiennent à coups de milliards de dollars le Nida Tunis avec une idée assez pernicieuse de créer même artificiellement une embellie économique pendant 2 ans pour casser la relation ou pour conforter et après passer à une phase politique d'offensive, de provocation qui permettrait un scénario non pas à l'égyptienne mais permettant de fragmenter, d'empêcher le spectre du retour par les urnes, le Narda. Donc on n'est pas sorti, la transition tunisienne n'est pas totalement et définitivement sur les rails, mais jusqu'à présent elle est sur les rails et c'est plutôt le contre-exemple positif par rapport à ce qui se passe en Égypte bien sûr, ou a fortiori en Syrie et en Irak. 3 autres questions. Oui. C'est une question qui est peut-être hors sujet, alors je suis désolée, mais je me suis toujours posé la question, enfin souvent, du cas de la Jordanie, qui est quand même une espèce de monarchie aussi, mais qui a l'air de fonctionner sur un plan démocratique. Alors c'est curieux comme... c'est un pays arabe à part, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pouvez nous en parler vite fait, quoi, parce que je suis hors sujet. Non, pas du tout hors sujet, parce que le printemps arabe, c'est... Oui. Deuxième question. Oui, au-delà du discours utilisé, est-ce qu'il n'y a pas dans les véritables raisons du non-soutien à la révolution populaire syrienne la crainte qu'effectivement, en mettant à bas le régime de Assad, il y ait une déstabilisation de tout l'ordre politique mis en place par les accords Saïd-Picot et puis après la Deuxième Guerre mondiale, dans la position, bon, je parle du gouvernement français en premier lieu, puisqu'on est en France. Oui. Moi, c'est lié à l'Algérie et à la thèse de François Glaise qui disait que les généraux ont créé le GIA. Et quand on va en Algérie et qu'on écoute un peu les gens, il y a une espèce de refus d'admettre que les islamistes sont responsables des massacres, quoi. Et donc moi je suis un peu étonnée, je ne sais pas plus quoi en penser. Je sais pas si c'est Allez, on va commencer par la dernière question. Je sais pas si c'est à toi ou à moi. Ah bah ouais. Non, mais tu c'est toi le conférencier. Ben écoute, je ne sais pas si tu le sais, mais j'ai été cité par la défense à la cour d'assises spéciale antiterroriste dans l'affaire du métro Saint-Michel et de Rachid Ramdan. Donc j'ai quand même mis le nez dans les dossiers un certain nombre de fois. La thèse qui dit que les GIOT étaient manipulés par le régime est la thèse, il n'y en a pas d'autre. Il y a une accumulation de preuves maintenant, de témoignages, de noms. Le monsieur qui a mis les bombes à Saint-Michel, il s'appelle Touchent, c'est un officier du DRS. La part d'inconnus qui déterminait la qualité du Rachid Ramdan dans le procès, c'est de savoir, comment il s'appelle le petit jeune avion qui mettait des bombes, c'est que effectivement les services algériens ont instrumentalisé des jeunes qui croyaient effectivement combattre contre l'État français qui soutenait la répression épouvantable de ce qu'on pourrait jusqu'à un certain point considérer comme le premier printemps arabe. Parce qu'il y a bien eu une élection des forces politiques qui arrivaient par la voie légale au pouvoir et que l'on a réprimé. Donc l'idée que la violence politique ait été massivement manipulée en Algérie n'est plus une invention. Si vous voulez, je ne sais pas, googler Jean-Baptiste Rivoire, regardez... Chronique des années de sang. Il y a un site, je dirais, auquel, pour ma part, j'accorde ma confiance, qui est le site Algeria Watch. Donc si vous allez voir ce qu'il y a sur le site Algeria Watch,
Mais si vous googlez Jean-Baptiste Rivoire et vous regardez le documentaire qui a permis de reconstruire les conditions de l'assassinat des moines, vous verrez qu'il y a presque plus de zone d'ombre. Malheureusement, le combat reste très fort. Et on a pu, l'année dernière, il y a des bizarreries comme ça. Si vous googlez, vous allez voir que l'année dernière, ou il y a 2 ans à peine, une équipe, alors moi j'ironise, au lieu de dire du CNRS et du DRS, je dis du CNDRS, parce qu'il y avait une chercheuse du CNRS et puis un officier du DRS, ont tourné un film en Algérie, ils ont retrouvé, à eux tout seuls, ils ont retrouvé les assassins des moines, ils ont recueilli leurs témoignages, ils ont recueilli leurs aveux en couleur et tout. Comment ça se fait que le juge Trévidier qu'il n'est pas au courant? C'est absolument incroyable ça. Ce pauvre juge qui est là en train de ramasser des débris de crâne, il ne sait pas qu'une de nos collègues du CNRS, que par charité chrétienne, je ne cite pas, et quelqu'un qui était, tiens, comme par hasard, le correspondant permanent de Marianne à Alger, ont tourné un film où ils ont retrouvé les 2 terribles barbus qui disent non, on les a égorgés parce que les balles ça coûte trop cher, etc. Et ça s'est passé sur France 3, et accrochez vos ceintures, ça a été primé à Marseille, capitale 2013 de la culture. Ça vous donne quand même une idée sur la capacité d'intervention de la France-Algérie dans le système. Oui. Mais vous avez l'air de dire qu'il n'y a pas de violence islamique. Mais si, il y a une violence islamique. Mais si, mais il faut quand même aller voir aux racines du processus qui a fabriqué cette violence. Oui, mais elle existe quand même. Elle n'est pas seulement extérieure, elle est aussi endogène. Elle existe, mais nous devons, dans des cas précis tels que ceux que vous citez, de dire quel a été le mécanisme qui a poussé à la radicalisation. Les généraux algériens avaient peur des bulletins de vote, pas des GIA. Ils avaient peur d'une majorité qu'ils avaient perdue dans les urnes. Les GIA, ils en avaient besoin. Donc ils ont déclaré illégal l'office, ils ont arrêté 11 000 personnes, ils les ont emmenés dans des camps, ils les ont torturés. Et évidemment a émergé une contre-violence contre ce dispositif. Et cette contre-violence-là, on voudrait la transférer en raccourci et nous dire c'est contre ça qu'ils ont lutté. Non, ils ont lutté contre... Oui, bien sûr, il y a une contre-violence. Et j'ai dit tout à l'heure, attention, n'allons pas trop loin dans l'idée que Bachar el-Assad a fabriqué Daesh. Non, Bachar el-Assad n'a pas fabriqué Daesh. Il est l'un des acteurs de cette machinerie qui a fabriqué l'essence absolue de l'interventionnisme américain et israélien dans la région. C'est vraiment un pays qui est sous perfusion de ressources politiques, financières américaines. Il y a des dynamiques politiques en Jordanie, il y a une opposition en Jordanie, il y a des frères musulmans en Jordanie, mais disons que les enjeux sécuritaires sont tels... faisons des concessions au système politique. Je disais souvent, si vous comparez, si vous ouvrez la tête d'un frère musulman jordanien et celle d'un frère musulman égyptien, vous allez voir 2 choses totalement différentes. Le régime en Jordanie s'est appuyé sur les courants islamistes pour lutter contre le danger du nasserisme laïque. Alors qu'à l'opposé, les Égyptiens ont éradiqué les frères musulmans dès le début. Donc il y a un passé de répression. La relation des courants islamistes avec le régime est beaucoup moins tendue, même si, depuis le nouveau roi, l'empathie qu'il y avait avant entre son père et les frères musulmans n'est plus de ce même niveau. Mais c'est un régime où il y a une ingénierie électorale terrifiante, qui ressemble à celle du Maroc. Tout est fait pour qu'un vote d'ampleur nationale ne puisse pas s'exprimer. On a retraditionnalisé la société pour l'obliger à s'exprimer dans les limites des appartenances tribales. Il y a une ingénierie, c'est absolument terrifiant, pour empêcher qu'il puisse y avoir une mobilisation transversale et nationale. Mais je dirais, la Jordanie, c'est une orbite qui bout. C'est une orbite qui bout, avec un couvercle qui est tenu de force, avec une force considérable, mais une force financière, notamment par les États-Unis et Israël. Le danger de remettre en cause des accords Sykes-Picot que Madame a posé. Alors, quelles sont les craintes occidentales? Oui, bien sûr, ça fait partie, c'est ça le raisonnement. C'est pourquoi l'Occident tout entier s'est désengagé du soutien à l'opinion. C'est parce qu'on a vu les résultats des urnes en Tunisie et en Égypte. Ça commence comme ça. Donc on a dit, nous faisons naître des forces politiques dont nous considérons qu'elles sont en relation d'antinomie avec les objectifs libératoires qui sont dans notre univers assignés ou affiliés à la dynamique du printemps arabe.
Alors, à cela, on répond quoi? Je pense que bon, tous ceux qui ont vécu en Syrie savent très bien que la société syrienne n'est pas une société sectaire. Si vous donnez la possibilité aux Syriens de s'exprimer, alors je ne dis pas au bout de 10 ans d'horreur comme est en train de se passer, je ne sais pas ce qui sortira, mais disons la société syrienne qui entre en tension avec le régime est parfaitement capable d'accoucher institutionnellement d'élites dans lesquelles l'environnement occidental se reconnaîtra. Mais je dirais, pour nuancer cela, que nous avons un déficit de communication avec cette région du monde. Nous ne plaçons pas, nous ne savons pas placer le curseur sur la partie médiane du tissu politique. Nous en sommes toujours au village La Marsa. C'est le village de La Marsa qui est légitime, mais je suis désolé, j'adore le village de La Marsa, mais c'est 3 ou 4 ou 5% de la population. Le curseur médian, il est dans une partie du tissu politique où les gens disent naturellement Bismillah ar-Rahman ar-Rahim avant de partir au boulot. Et ils disent 3 fois Allahu Akbar, et c'est pas pour autant que ce sont, sur le plan politique, des individus qui sont en relation antinomique avec les valeurs que nous considérons légitimement comme universelles. Et ça, c'est une petite adaptation qui doit être faite. Nous n'avons toujours pas, me semble-t-il, la capacité de reconnaître l'autre dès lors que l'autre nous renvoie une image qui n'est pas très exactement celle que nous avons envie de voir, parce qu'elle conforte notre ambition au monopole de l'expression de l'universalité. Mais dès qu'on a un acteur politique qui n'emploie pas exactement à la virgule près la terminologie dont nous pensons qu'elle est la seule à pouvoir exprimer la modernité, eh bien on bloque. Et ça, c'est très français. C'est un petit peu moins grave chez les Britanniques. Oui. Est-ce qu'on peut avoir une réaction de ce que vous pensez du printemps arabe, de la réaction en France et dans les banlieues Alors on a fait tout un colloque à Tunis pour expliquer le rôle qu'ont joué les diasporas dans les printemps arabes, qui est très important, qui est très intéressant. Et moi, souvent, je cite des anecdotes tout à fait personnelles. Quand il y a eu le printemps à Tunis, il y a un copain qui m'a appelé, il m'a dit « Marzouk m'appelle, qu'est-ce que je fais, François, j'y vais ?» Et je lui ai dit « Mais oui, déconne pas, vas-y !» Et j'ai dit devant le ministre Juppé, après l'Institut du monde arabe, j'ai dit « Vous voyez, les flux migratoires ne sont peut-être pas nécessairement aussi unilatéraux que vous l'aviez prévu. Il y a des gens qui sont repartis vers des systèmes politiques qui redevenaient hospitaliers, crédibles. Il y a des gens qui sont retournés dans leur pays pour y construire leur avenir, dès lors que cette phase du glacis autoritaire était dépassée. Donc vous avez ce genre de... Bon, mais j'ai discuté... la relation, l'impact sur la vie politique d'un acteur tunisien, l'impact d'un séjour à l'étranger, hein, est-ce qu'il devient plus comme ci ou plus comme ça, n'est pas appréhendable de façon simple. Un Tunisien qui a résidé 10 ans ou 15 ans en France, il lui arrive plein de choses. Il lui arrive qu'il va se couper de sa société d'origine jusqu'à un certain point. Et moi j'ai des entretiens avec des frères musulmans libyens qui sont absolument passionnants et me disent « Et tu sais, nous, dans notre société, on est considérés comme des étrangers. Parce qu'on a passé 20 ans en Allemagne, au Canada, je ne sais pas quoi. Donc vous avez ce mécanisme-là de rupture. Bon. La relation à l'Occident est extrêmement complexe. Vous pouvez à la fois, quand vous résidez en Occident, être plus directement en empathie avec, mais vous pouvez aussi vous radicaliser contre. Nous fabriquons les meilleurs djihadistes. Ça, je peux vous assurer. Nous sommes les rois de la fabrique du djihadisme. C'est-à-dire que nous pouvons prendre un acteur arabe, le mettre chez nous et fabriquer